Notre invité ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis très heureux de vous recevoir, Jean-Noël Barrot, parce que j'ai beaucoup de questions. Bonjour. Bonjour. Et je vais commencer avec le Proche-Orient. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas, vous étiez au téléphone hier soir avec votre homologue israélien et votre homologue américain. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Bien. Alors j'ai envie d'avoir des nouvelles des deux otages franco-israéliens, Ofer Calderon et Ohad Yahalami. Sont-ils vivants ? Ofer Calderon, Ohad Yahalami, ça fait maintenant 15 mois qu'ils sont retenus dans l'enfer de la captivité à Gaza. Ça fait 15 mois qu'on se mobilise sans relâche pour leur libération. Avec le cessez-le-feu, on a l'espoir de les retrouver rapidement, mais nous ne savons pas quand ils sortiront, ni s'ils sont en bonne santé. Donc nous Vous ne savez pas s'ils sont vivants ou morts ? Non, car les autorités israéliennes elles-mêmes ne le savent pas. Elles ont reçu des informations plus précises hier une liste, mais qui ne fait pas apparaître les noms des personnes retenues en otage. Il fait apparaître leur âge, leur sexe, mais pas leur nom. Et donc c'est évidemment la question que je lui ai posée. Je lui ai posé la même question que vous, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Dans quel état de santé se trouvent nos deux otages ? Quand sortiront-ils ? Et il ne pouvait pas répondre à ma question. Et je lui ai demandé, comme je l'ai fait depuis si longtemps maintenant, de tout mettre en œuvre pour qu'ils sortent le plus rapidement possible. Oui, je vous dis ça parce qu'il y a une liste de 33 otages. Et sur cette liste, il y a 8 otages qui sont décédés. C'est la liste que possèdent les Israéliens aujourd'hui. Sur cette première liste, 26 sont encore retenus et devraient être libérés dans la première phase du cessez-le-feu, dont 8 sont décédés. Donc on ne sait pas si les deux otages français sont parmi ces 8 ? Non. On ne sait pas. Non. Vous n'avez aucune nouvelle sur leur état de santé. Bien. Est-ce qu'Israël va retirer ses forces présentes au Liban, encore présentes au Liban ? Au Liban, le 27 novembre dernier, nous avons obtenu, la France et les États-Unis, de haute lutte, un cessez-le-feu qui a mis fin à cette guerre au Liban qui durait depuis plus d'un an, qui avait fait près de 4000 morts, qui avait précipité des centaines de milliers de Libanais hors de chez eux pour fuir les combats. Ça a permis de stabiliser la situation, de mettre fin à la crise humanitaire. Ça a permis aussi d'enclencher une dynamique politique qui a vu l'élection, enfin, après 2 ans d'attente, d'un président de la République qui a pu nommer un Premier ministre. Et nous sommes arrivés hier au 60e jour de ce cessez-le-feu. Oui. On s'était donné 60 jours pour aboutir à l'issue à un retrait des troupes israéliennes et un désarmement du Hezbollah dans le sud du pays. Nous avons progressé vers cet objectif, nous ne l'avons pas tout à fait atteint, c'est pourquoi nous avons prolongé, avec l'accord des Israéliens et des Libanais, ce cessez-le-feu jusqu'au 18 février, de manière à ce que chacun prenne ses responsabilités, que l'armée israélienne se retire et que l'armée libanaise puisse poursuivre le désarmement du Hezbollah. L'armée israélienne a jusqu'au 18 février pour se retirer, c'est ce que je comprends. Absolument. Bien. Cependant l'armée libanaise doit poursuivre le désarmement complet du Hezbollah au sud de la rivière du Litani qui marque le sud du pays. Bien. Jean-Noël Barrot, Donald Trump souhaite déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Est-ce que la France s'y oppose ? D'abord, je crois que ça n'est pas une proposition qui est tout à fait formalisée. Je crois ensuite... Il l'a dit à haute voix. Je crois qu'ensuite, les partenaires, ou en tout cas les pays voisins, l'Égypte et la Jordanie, ont dit depuis toujours qu'ils étaient fermement opposés à une solution comme celle-là. Nous, ce que nous pensons, c'est que pour ramener la stabilité et la paix au Proche-Orient, il faut une solution à 2 États, avec un État de Palestine vivant à côté d'un État d'Israël en paix et en sécurité. Et la déportation, si je puis dire, des Palestiniens dans les pays voisins, ça me paraît incompatible avec cette solution. Incompatible, c'est du nettoyage ethnique. C'est une... Est-ce du nettoyage ethnique ? Je ne vais pas qualifier si vous voulez, une déclaration pas tout à fait formalisée du président américain lorsqu'il s'exprimait, je ne sais plus tout à fait dans quel contexte, sur la situation au Proche-Orient. Le Groenland, puisqu'on parle de Donald Trump, je voulais en parler. Le Groenland, pensez-vous que Donald Trump a l'intention d'annexer le Groenland ? Est-ce que vous le croyez ? Ce que je pense, c'est que les frontières de l'Europe sont souveraines et que l'on parle du nord de l'Europe, du sud, de l'est ou de l'ouest. Personne ne peut s'autoriser à venir
badiner avec les frontières, et nous l'avons dit clairement et nous le réaffirmerons constamment. Ensuite, quel est le sujet au fond ? Le sujet au fond, c'est que l'Arctique est devenu un champ de conflictualité nouveau, et que cependant que la Russie cherchait à obtenir le soutien de la Chine dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, la Russie a aussi ouvert en contrepartie des voies d'accès à l'Arctique à son partenaire chinois. C'est ce qui inquiète aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'hier, le Danemark a annoncé renforcer de 2 milliards d'euros son dispositif de sécurité, son dispositif militaire dans la zone. Donc autrement dit, le Danemark estime lui aussi que nous devons faire plus pour défendre, si je puis dire, l'Arctique contre les influences ou les ingérences étrangères. Mais ça n'est en aucun cas une raison ou une excuse pour s'en prendre aux frontières souveraines de l'Union européenne. Oui, hier, je recevais la députée européenne que vous connaissez bien, Nathalie Loiseau, qui m'a dit, à votre place, qui demandait l'envoi au Groenland d'un contingent de troupes européennes. Est-ce que vous y êtes favorable ? Pourquoi pas, puisque nous avons effectivement une question de sécurité qui est posée. Vous en avez parlé avec les partenaires européens ? On a commencé à en parler avec le Danemark. À ce stade, le Danemark souhaite... l'Union européenne pourrait envoyer un contingent de troupes au Groenland. Non, parce qu'à ce stade, ce n'est pas le souhait exprimé par le Danemark. Mais c'est une possibilité. Ce que j'ai entendu hier, puisque j'étais à Bruxelles, c'est une très forte, je dirais, solidarité des pays européens avec le Danemark, qui étaient prêts à réfléchir si la question se posait. Mais du point de vue du Danemark, elle ne se pose pas. Réfléchir. Elle ne se pose pas à ce stade, à une sécurisation de l'Arctique en général. Pourquoi pas, si effectivement nos intérêts de sécurité sont en jeu. Si les Américains envahissaient militairement le Groenland. Mais ça n'arrivera pas. On n'envahit pas un territoire de l'Union européenne impunément. Que ça n'arrivera pas ? Non, je ne crois pas. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas ? Personne n'a intérêt à entrer en conflit, quel qu'il soit, avec l'Union européenne. Bien. Et si ça arrivait, on ne va pas faire la politique des si. Néanmoins, c'est une hypothèse que vous envisagez. Je ne fais pas de politique fiction, et je vous l'ai dit, les frontières de l'Union européenne ne sont pas négociables. Pourquoi pas la possibilité d'envoyer des troupes ? Si je comprends bien. Si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France, comme répondra. En tout cas, répondra présent. D'ailleurs, la première ministre du Danemark a entamé une tournée européenne. Laissons-la faire cette tournée et exprimer aux dirigeants européens ce que sont les attentes du Danemark. Puisque nous parlons de Donald Trump, parlons-en. Il veut augmenter les tarifs douaniers sur les produits venus d'Europe. Que lui répondez-vous ce matin ? Il y aura une réplique européenne s'il le fait ? Je ne l'ai pas entendu exprimer ouvertement depuis sa prise de fonction l'idée d'appliquer des droits de douane, et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis ont tout à perdre à entrer en guerre commerciale avec l'Union européenne. Nous sommes leur principal partenaire commercial. Et s'il est vrai que les Américains achètent plus de produits européens que l'inverse, eh bien, les Américains investissent plus en Europe que nous investissons aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il y a en Europe de très nombreuses, en réalité des dizaines de milliers d'entreprises américaines qui produisent sur notre sol. Que se passerait-il si Donald Trump appliquait des droits de douane ? Eh bien, ce sont des entreprises américaines qui seraient les premières victimes. Et donc, évidemment, ce travail de conviction, nous allons le faire. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, nous passerons, si je puis dire, à la dissuasion, en expliquant très clairement que, comme par le passé, lorsque entre 2016 et 2020, des droits de douane ont été appliqués sur des secteurs européens, eh bien l'Europe répliquera. L'Europe répliquera, s'il le faut. Absolument. Elon Musk, il veut rebaptiser la Manche en canal George Washington, vous avez vu ça ? Oui. J'ai vu. Alors je me suis dit spontanément, évidemment, j'ai pris ça sur le ton de la blague, et je me suis dit qu'il aurait peut-être pu la baptiser le canal Lafayette. Ça me semblait un tout petit peu plus approprié, mais je ne veux pas donner trop d'importance à ce qui n'est qu'une blague sur Twitter. Et aux déclarations d'Elon Musk, qui n'est pas membre formellement du qui va être membre du gouvernement. Non, il va être à la co-direction d'une agence. Mais membre associé. Il ne va pas être validé par le Sénat américain. Mais il soutient l'AfD, appelle à voter pour l'extrême droite en Allemagne. Le meilleur espoir pour l'Allemagne, dit-il, en parlant de l'AfD. Ingérence, dangereux pour la démocratie ?
Bien, soit c'est un coup de com pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et en particulier le sien. Et alors, c'est extrêmement regrettable. La question migratoire doit-elle devenir un levier diplomatique ? Je crois que nous avons, avec la question de la maîtrise de l'immigration irrégulière, une préoccupation des Français à laquelle nous devons être à la hauteur. Pour maîtriser l'immigration irrégulière, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire ici, en France, et pour améliorer la situation. Et puis il y a effectivement la relation avec les pays d'origine sur laquelle nous devons travailler. Et pour cela, il y a deux règles importantes à mon avis. La première, c'est de travailler autant que nous pouvons le faire au niveau européen, puisqu'on l'a vu lorsque certains pays ont initié des démarches tout seuls, ça a en général pas très bien marché parce que les flux d'immigration illégale se sont portés sur d'autres routes. Et la deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de recette miracle. C'est pourquoi il faut activer tous les leviers dont nous disposons pour notre politique étrangère. Quels sont-ils ? Eh bien, il y a la politique de l'aide au développement, il y a la politique des visas, il y a aussi la politique commerciale, vous m'en parliez avec Donald Trump. Et c'est en mettant en cohérence l'ensemble de nos instruments et en travaillant autant que nous pouvons le faire avec nos pays européens que nous parviendrons à mieux maîtriser les flux de migration irrégulière. C'est ainsi que nous allons faire pression, c'est ce que disait hier soir le Premier ministre, sur l'Algérie. Les relations franco-algériennes. Bruno Retailleau souhaite que l'accord franco-algérien de 1968 soit dénoncé. Vous aussi ? L'accord franco-algérien de 1968, il a été modifié à plusieurs reprises. Il est favorable pour certains ressortissants algériens, défavorable pour d'autres. Ça n'est là encore pas la recette magique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Retailleau ? Je dis qu'il faut regarder l'ensemble des leviers dont nous disposons. Oui ou non ? Je ne pense pas que ça résoudra le problème, et surtout pas, certainement pas, le problème de notre compatriote Boualem Sansal. J'allais y venir. Il ne sera pas dénoncé, donc. Ah ça, je ne peux pas vous le promettre. Pour l'instant, il ne sera pas dénoncé. C'est ce que demande le ministre de l'Intérieur. Ce que demande le ministre de l'Intérieur, c'est la libération de Boualem Sansal. Oui, mais il demande aussi la dénonciation de ces accords. Vous savez, la coopération avec l'Algérie, sur le seul plan de la maîtrise de l'immigration irrégulière, s'est plutôt amélioré ces dernières années. Dans les 3 années qui viennent de s'écouler, nous avons atteint des chiffres de reconduite à la frontière, d'expulsion, que nous n'avions pas connus depuis bien longtemps. C'est donc dans les 3 dernières années qui viennent de s'écouler qu'il faut chercher les bonnes méthodes pour aboutir à ces résultats. Il faut organiser des pressions, disait hier soir François Bayrou. Ce que disait François Bayrou, sur les OQTF, sur la reconduite. Ce que disait François Bayrou, c'est que nous avons besoin à la fois de régler le problème de l'immigration irrégulière, et en particulier de la reconduite à la frontière, mais qu'il faut également améliorer la manière dont nous intégrons les étrangers qui entrent sur le territoire national pour y travailler, en les intégrant mieux, parce que nous en avons besoin dans un certain nombre de secteurs. Est-ce que vous avez des nouvelles de Boualem Sansal ? Boualem Sansal a quitté l'hôpital il y a quelques jours et est rentré en détention dans la prison où il est détenu dans les environs d'Alger. Ce que nous espérons, c'est qu'une décision puisse être rendue le plus rapidement possible par la justice algérienne. Nous espérons qu'une décision sera rendue, mais c'est convenu. Mais est-ce que vous avez des nouvelles de sa santé ? Il a été soigné à l'hôpital, il est malade, donc je suis très préoccupé par sa santé. Est-ce que le gouvernement algérien vous donne des nouvelles ? Comment ça se passe ? Il est en contact avec son épouse, qui le voit une fois par semaine, épouse avec laquelle nous sommes en contact, ainsi qu'avec ses avocats. Et c'est ainsi que nous avons de ces nouvelles, parce que nous avons demandé à pouvoir exercer ce qu'on appelle la protection consulaire, puisque Boualem Sansal est franco-algérien. C'est-à-dire que nos représentants sur place puissent lui rendre visite. Obtenu ? Cette protection n'a pas été obtenue à ce stade. Toujours pas. L'Algérie n'a pas répondu à vos demandes. L'Algérie n'a pas répondu à la demande de protection consulaire. Vous allez vous rendre en Algérie ? J'ai dit que j'y étais prêt, le moment venu, pour reprendre l'ensemble des sujets et des dimensions de notre relation que je souhaite voir s'apaiser, parce que c'est la seule manière de rendre service au peuple algérien et au peuple français. Jean-Noël Barrot, je voudrais parler de l'Ukraine maintenant. Pourquoi l'Ukraine ? Parce que Donald Trump et Vladimir Poutine disent vouloir engager un dialogue l'un à l'autre. Mais enfin, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Rien venir. J'ai entendu les Russes dire non, on n'a aucun signe venu de Washington. Et puis Donald Trump
Trump qui, lui, laisse entendre qu'il y aurait négociation. Il n'y a aucune négociation. Pendant ce temps-là, Volodymyr Zelensky, lui, demande quoi? Il demande une force internationale positionnée, pas très loin du front. Il demande 200 000 soldats. Est-ce que la France est favorable à cette installation de troupes internationales en Ukraine? Je vais qualifier légèrement les propos que vous avez tenus sur la description de la position de la Russie et des États-Unis. Qu'a dit Donald Trump cette semaine? Il a été très clair, Donald Trump. Oui. Il a dit, soit Vladimir Poutine cesse le combat, soit je vais appliquer sur lui une pression folle, des droits de douane, des sanctions, je vais asphyxier son économie. Ça me paraît assez clair. Quant à Poutine, effectivement, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à ses premières déclarations de Donald Trump entré dans le bureau ovale, il n'a donné aucun signe de sa volonté d'entrer dans des négociations de paix. Donc, voilà où nous en sommes. Je pense que les déclarations de Donald Trump, qu'il faut prendre quand même relativement au sérieux, vont possiblement faire bouger Vladimir Poutine. Quant aux Ukrainiens et aux Européens, c'est leur avenir qui est en jeu, c'est leur sécurité qui est en jeu. Mais est-ce que vous êtes favorable à l'installation d'une telle force en Ukraine? Force d'interposition, en quelque sorte. Aujourd'hui, 200 000 hommes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de permettre aux Ukrainiens, dans cette négociation qui pourrait s'ouvrir à un moment ou à un autre, d'y entrer dans les meilleures conditions possibles, en position de force. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on continue à les soutenir financièrement. Comment on fait? Eh bien, on a prélevé les intérêts des actifs russes qui sont gelés en Europe et on leur renvoie. Cette année, ça va être 1 milliard d'euros par mois qui vont arriver en Ukraine grâce à ce prélèvement sur les actifs russes gelés. On va continuer à leur envoyer du matériel. Les Mirages français voleront prochainement dans le ciel ukrainien. On va prochainement, c'est-à-dire à la fin du trimestre, c'est ce qui a été annoncé, le président de la République, le ministre des Armées. Et puis, on va continuer à les sanctionner. Vous voyez, hier, j'étais à Bruxelles et nous avons sanctionné 3 citoyens russes qui se sont rendus coupables de cyberattaques contre les Estoniens et nous travaillons sur un 16e paquet de sanctions à l'encontre de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer une force d'interposition européenne installée en Ukraine? Ce que l'on doit se préparer à faire, c'est de participer pleinement, et je parle de la France, mais aussi de l'Europe et d'une certaine manière des États-Unis, à la garantie de cette paix une fois qu'elle sera trouvée. Ne pensons pas qu'une fois que la paix aura été trouvée, nous reviendrons dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, le 24 février 2022, avant la guerre d'agression russe. Pourquoi? Eh bien parce que la menace a complètement changé de dimension. Donc il est nécessaire d'installer une force d'interposition. Il sera nécessaire de faire plus pour assurer, dans un premier temps, que cette paix, puisque rappelez-vous, la paix, on l'a conclue plusieurs fois entre l'Ukraine et la Russie, mais à chaque fois, la Russie allait plus loin. Donc il y aura des garanties à apporter, pour que cette... Et la France pourrait envoyer des soldats en Ukraine pour garantir cette paix. Et ensuite, à plus long terme, nous devrons faire beaucoup plus pour assurer notre propre défense, puisque, je l'ai dit, cette menace qui auparavant nous paraissait un peu lointaine et diffuse, désormais est très proche de nous. La ligne de front s'est rapprochée de nous, et donc nous aurons à faire des choix très difficiles. Parce que si nous devons passer de 2% du PIB, nous avons doublé le budget des armées. Si nous devons aller plus loin, il faudra nous en donner les moyens. Et ce seront ce type de choix difficiles que nous aurons à faire. Et donc, pourquoi pas une force européenne d'interposition à laquelle participerait la France? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, la question, c'est de renforcer la main de l'Ukraine. Bien, nous verrons, mais c'est une possibilité, nous verrons. Le Congo, je voulais en parler. Est-ce que la ville de Goma est tombée? La ville de Goma est plongée dans une guerre de très haute intensité qui est menée par le M23, un mouvement rebelle qui est soutenu par les forces armées rwandaises et que nous avons appelé à cesser le feu immédiatement. Est-ce que la ville est tombée? La ville est en très grande difficulté, et si elle n'est pas tombée cette nuit, elle tombera sans doute dans les prochaines heures. Et c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés. Le président de la République, tout le week-end, s'est entretenu avec les dirigeants des 2 pays, mais aussi avec un certain nombre de médiateurs dans la région. Nous avons, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut le rappeler, la plume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur ce conflit des Grands Lacs, qui est la région du Rwanda, c'est la France du Congo, de la République au Conseil de du sécurité. Congo, démocratique du Congo. C'est une région très riche qui est convoitée évidemment par les rebelles et par les Rwandais.
Vous connaissez très bien votre géographie africaine, Non, j'ai Jean-Jacques travaillé, Bourdin, mais non. c'est important de le rappeler. Mais oui, bien sûr. Vous avez le lac Kivu et de part et d'autre le Rwanda et la République démocratique du Congo qui sont en conflit depuis un certain nombre d'années, qui étaient à deux doigts, il y a encore quelques semaines, de trouver une résolution sous une médiation qui était menée par l'Angola, avec le désarmement des milices et avec, je dirais, le retrait des forces armées rwandaises de la République démocratique du Congo. Mais nous assistons là à une escalade qui non seulement a mis fin à cette médiation qui était prometteuse, mais qui en plus menace d'entraîner cette région une nouvelle fois dans un conflit ouvert, dans une guerre ouverte entre ces deux pays. Et c'est pourquoi il faut que le Rwanda aujourd'hui baisse les armes, et il faut que le calme revienne et que le dialogue puisse reprendre. Bien, j'ai une dernière question à propos de 3 otages français en Iran. Où est-ce qu'on en est? Cécile Collère, Jacques Paris, Olivier Grondeau. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, comme pour Boualem Sansal, le sort de ces 3 otages, Cécile Collère, Jacques Paris, Olivier Grondeau, c'est sans doute ce qui, pour un ministre des Affaires étrangères, est le dossier qui vous empêche de dormir la nuit. Cécile Collère, on va atteindre dans quelques jours enseignante, le 1000e jour de sa détention arbitraire. Elle est détenue dans une cellule de 9 mètres carrés. Et depuis un an, elle n'a pas pu recevoir de visite de notre consulat sur place. C'est pourquoi, après avoir adressé à de très nombreuses reprises, au niveau du président de la République, à mon niveau, des messages aux autorités iraniennes, nous avons durci notre posture vis-à-vis de l'Iran. Nous avons qualifié les conditions de détention de nos otages comme étant assimilables à de la torture en droit international. Nous avons appelé nos ressortissants à ne plus se rendre sur place. Nous avons convoqué l'ambassadeur d'Iran en France et j'ai hier, à Bruxelles, appelé l'Union européenne à prendre des sanctions, gel d'avoir, interdiction de circulation, contre les responsables de cette détention arbitraire. Merci Jean-Noël Barrot d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure? 8h57.